En tant qu'investisseur, notre objectif peut se résumer en une seule phrase. Trouver des entreprises capables de générer une performance durable à long terme. Mais si nous regardons en arrière, il y a 20 ans de cela, aurions-nous pu vraiment prédire des succès comme ceux de LVMH ou de Berkshire Hathaway? Et la réponse est oui, puisque ces entreprises partagent un point commun, elles maîtrisent la 10e forme d'art majeure pour tout entrepreneur et investisseur, l'allocation de capital. Exceller dans l'allocation de capital permet à une entreprise de croître de manière durable et efficace à long terme. Car finalement, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas le succès en lui-même, mais plutôt comment ce succès est préparé. Comme le disait Charlie Munger, ce qui compte, ce n'est pas la volonté de gagner, mais c'est la volonté de s'y préparer. Et cette préparation est essentielle, puisqu'elle est au cœur de l'allocation de capital. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un type d'entreprise qui respecte parfaitement cette stratégie, les serial acquéreurs. Dans cette vidéo, nous allons revoir les bases de l'allocation de capital, et nous nous concentrerons sur l'aspect central des serial acquéreurs, l'acquisition d'entreprises. Nous allons ensuite étudier leurs caractéristiques, comment identifier les bons, éviter les mauvais, et quelles sont les métriques d'analyse spécifiques à ce modèle d'entreprise. Et enfin, nous terminerons par une entreprise qui semble respecter l'ensemble de ces critères de planification pour avoir une réussite à long terme. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous ayez toutes les clés pour comprendre la stratégie des serial acquéreurs. Et pour m'accompagner sur ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan de la chaîne Tristan PRD, un ami mais aussi un investisseur passionné par ce modèle d'entreprise. Tristan, merci d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler les bases de l'allocation de capital? Bon, déjà, merci Paul pour ton invitation. Quand on parle d'allocation du capital, c'est les capitaux à investir pour l'entreprise. Généralement, il y a trois façons d'avoir déjà du capital à investir. Donc, généralement, ça passe par les bénéfices issus de l'activité d'une entreprise et les revenus nets qu'elle va générer par ses activités. Ensuite, la deuxième source de capitaux à investir, c'est l'endettement. On va utiliser le levier bancaire pour investir et se développer. Et le troisième, on a aussi l'émission de nouvelles actions, l'augmentation des capitaux de l'entreprise par une émission d'actions. Et après, pour donc les différentes possibilités d'allocation du capital, la première, donc, c'est la croissance interne. On va investir dans les activités existantes pour se développer. Ensuite, on a une deuxième source de croissance qui est la croissance externe. Et donc là, pour ce faire, on va acquérir d'autres entreprises. Et je pense que ça va être le sujet de la discussion tous les deux, l'acquisition externe. Ensuite, il y a aussi le rachat d'actions. On va donc diminuer le nombre d'actions en circulation et donc augmenter la part des actionnaires. Il y a aussi la réduction de la dette. L'entreprise, quand elle va s'endetter, elle va devoir rembourser ses créances. Elle va passer par le remboursement de dette et l'utilisation des résultats nets de l'entreprise pour les rembourser. Et elle peut également aussi verser un dividende. Le dernier point, c'est un aspect qu'on veut en tant qu'investisseur, mais ça va être de conserver le cash en trésorerie. Et c'est par exemple le cas de certaines entreprises au Japon qui ont tellement de cash en réserve et qui ne savent pas quoi en faire, qu'ils le gardent. Mais ça, généralement, on essaye de l'éviter. L'ensemble de ces possibilités d'allocation de capital, nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'acquisition d'autres entreprises via une croissance externe. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces entreprises et les spécificités? Généralement, quand on parle de croissance externe et d'entreprises qui basent leur modèle d'affaires sur la croissance externe, on parle d'acquéreurs en série, donc de serial acquéreurs. Ces entreprises basent leur croissance sur l'acquisition externe d'autres entreprises. C'est vraiment ça leur modèle d'affaires. Elles vont voir aussi des structures décentralisées. Ça va permettre donc de laisser l'indépendance opérationnelle aux entreprises acquises. La société mère va se concentrer uniquement et principalement sur la supervision financière, l'optimisation et également sur l'allocation du capital pour croître sur le long terme. Quand on parle de serial acquéreurs, on a deux types d'acquéreurs en série. On a les acquéreurs en série généralistes ou spécialistes. Quand on parle d'acquéreurs spécialistes, on va parler d'entreprises qui vont être spécialisées dans un domaine d'activité particulier ou dans une niche. Et on va avoir deux types de spécialistes, les consolidateurs ou les roll-up. Ça va être des entreprises qui vont être spécialisées dans un secteur d'activité bien particulier. Par exemple, on peut citer Waste Management, qui a fait l'acquisition de plein d'entreprises dans la gestion de déchets aux États-Unis. Ou par exemple, SiteOne, qui est spécialisé dans l'aménagement paysager aux États-Unis. Et on a une deuxième catégorie qui sont les plateformes. Ça, c'est des entreprises qui vont être pas spécialisées donc que dans une niche, mais sur plusieurs activités, mais qui vont mettre en place des synergies entre ces différents domaines. Là, par exemple, on peut citer Danaher, qui est un acquéreur en série dans le domaine des sciences de la vie, mais aussi dans les biotechnologies. Et on a également Constellation Software, qui est spécialisé dans les logiciels verticaux, donc les VMS, qui va acquérir plein de logiciels différents, par exemple dans la santé, dans les hôpitaux, pour les mairies ou par exemple des entreprises de BTP. Et enfin, les généralistes qui vont là pas s'occuper de secteurs en particulier, mais qui vont faire de l'acquisition dans plein de secteurs différents. On pourrait citer peut-être Berkshire Hathaway, qui va acquérir plein d'entreprises et prendre des participations qui ne sont pas spécialement situées dans des domaines d'activité spécifiques. Globalement, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, la stratégie centrale à ce type d'entreprise, elle repose sur trois piliers: l'allocation de capital, les acquisitions, et pour faire le lien entre les deux, c'est le management, puisque dans l'ensemble des exemples que tu viens de prendre, le management occupe une place très importante au sein des différentes entreprises, c'est bien ça? Exactement, comme tu dis, le management dans les serial acquéreurs,
C'est une pièce centrale de l'équation et du fonctionnement de ces entreprises. Quand tu parles d'allocation, déjà, ça va être de favoriser des acquisitions à un bon prix. Si on achète des entreprises surévaluées, forcément, ça va diminuer le rendement sur le capital investi et, in fine, la rentabilité pour les actionnaires. Et donc ça, c'est un aspect super important. Mais d'un autre côté, il faut acheter donc des entreprises à un bon prix, mais aussi des entreprises de qualité. Quand on parle d'acquisition et de management, il y a aussi une part importante sur la décentralisation des activités. La société mère se concentre vraiment sur les acquisitions, sur l'allocation du capital et qu'elle laisse faire les fondateurs ou les dirigeants des entreprises acquises et qui là vont se concentrer sur l'aspect opérationnel et sur l'optimisation des activités. Et enfin, un point important, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que le management de la société mère va être capable de garder la culture de l'entreprise et les spécificités de chacune des entreprises acquises? Et là, par exemple, on peut citer Constellation Software, qui malgré les nombreuses acquisitions qu'ils ont pu faire, a réussi à garder la dynamique et la culture de Constellation. Je vous prends quelques instants juste pour vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez vous abonner, la liker, la commenter et la partager. Vous retrouverez en description la chaîne de Tristan, ainsi qu'un lien de sa vidéo du livre The Outsiders, qui nous a grandement aidé dans la préparation de cette vidéo et qui traite plus en profondeur les sujets associés à l'allocation de capital. Vous retrouverez également en description ma liste d'emails, où à l'occasion de cette vidéo, je vous partagerai l'outil de valorisation que j'utilise pour étudier et évaluer le prix de l'action présentée en fin de vidéo, mais aussi l'ensemble des sources associées qui nous ont aidé à préparer cette vidéo, qui nous seront partagées par Tristan. Je vous remercie par avance pour votre soutien et revenons au sujet de la vidéo. Lorsque tu nous parles de culture d'entreprise, qu'entends-tu par culture? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Par exemple, quand je parle du coup de la culture de Constellation Software et donc de Marc Léonard, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on va avoir une synergie entre toutes les entreprises qui vont être donc spécialisées dans le logiciel. On peut avoir une optimisation par rapport à la structure, par exemple, des codes ou la structure opérationnelle dans le sens global au niveau du management. Et on va également avoir un alignement des intérêts pour les entreprises acquises ou par exemple qui vont avoir accès à des actions de Constellation Software et de participer à l'aventure de l'entreprise. J'ai parlé de Constellation Software qui est l'un des plus gros serial acquéreurs à l'heure actuelle, mais on a également d'autres serial acquéreurs comme Just Scientific qui fait de l'acquisition de matériel dans les sciences, par exemple pour les laboratoires. On a également Lifco qui est en tout ce qui est niche autour de la construction, de la santé. Et une autre entreprise un peu plus petite que Lifco qui fait un peu la même chose qu'elle. On a également Technion, donc une entreprise suédoise. On a un ensemble de serial acquéreurs en plein d'activités différentes. C'est là aussi où on peut, en tant qu'investisseur, trouver des domaines et des secteurs qui nous intéressent. Historiquement, les serial acquéreurs ont aussi de très bons retours sur investissement en tant qu'actionnaire, car on a un alignement des intérêts entre le management et les actionnaires que nous sommes. Et il y a une étude donc qui a été réalisée par Capital IQ qui s'intéresse aux entreprises serial acquéreurs du S&P 500 et qui montre que c'est pas si simple d'avoir un business model qui fonctionne sur l'acquisition d'entreprises, mais lorsque c'est bien mis en place et que c'est bien réalisé, on peut avoir un effet donc boule de neige, un effet compounding qui permet d'avoir de très bons retours sur investissement en tant qu'actionnaire. Donc tout à fait, comme tu l'as très bien dit et comme nous le montre cette étude, ce modèle d'entreprise nous offre en effet une fabuleuse performance pour ses actionnaires due à son alignement des intérêts. Mais concrètement, quels sont les autres avantages à investir dans ce type d'entreprise et quels en sont les inconvénients? Le premier avantage que je citerai quand on parle d'acquéreurs en série, généralement, en fait, on a un leadership et un management qui est fort et une stratégie aussi qui aligne les intérêts du management avec ceux des actionnaires. Et donc ça, c'est un élément très important. Ensuite, un potentiel de croissance élevé, comme on l'a vu juste auparavant, avec un potentiel de rendement très important. On a également une vitesse d'exécution qui est importante. Généralement, ces entreprises assez petites et ça leur permet en fait d'avoir une rapidité dans l'exécution et dans les acquisitions externes. Ce qui peut être intéressant, c'est la diversification. Le fait d'acquérir plein de petites entreprises, ça leur permet de diluer le risque et d'avoir une diversification importante. Le dernier avantage que je verrais, ce serait le levier bancaire et d'utiliser l'emprunt bancaire pour se développer plus rapidement et maximiser les rendements. Pour ce qui est des inconvénients, j'avais parlé juste auparavant du management. Ça peut être vu aussi comme un inconvénient parce qu'on a une mauvaise gestion. Directement, ça va impacter l'entreprise, l'aspect opérationnel des entreprises et aussi sur l'aspect allocation du capital. Le risque de surpayer les entreprises acquises, ce qui va directement diminuer la rentabilité de l'entreprise et des actionnaires. Il y a également le levier bancaire. Faire attention au fait que l'entreprise n'utilise pas trop de dettes pour faire de l'acquisition externe, mais qu'elle utilise aussi le flux opérationnel acquis par son efficacité et qui est un bon équilibre entre l'endettement et le cash issu de ces opérations pour faire de l'acquisition externe. Il y a aussi le risque réglementaire. Il y a un changement potentiel dans les législations, mais ça, c'est un risque un peu propre à toutes les entreprises. D'autant plus pour les grosses entreprises qui sont dans une situation de monopole, comme ça peut l'être pour Alphabet ou Meta, des entreprises de ce style. Un élément important, c'est les défis d'intégration.
Avec ce type d'entreprise, on fait de l'acquisition donc externe de petites entreprises, mais on atteint vite une taille critique. Cette taille critique, potentiellement, ça va en fait diminuer les rendements pour les investisseurs. Ça va être de plus en plus difficile d'acquérir d'autres entreprises. On va être soit contraint par la taille du marché, ou on va devoir acquérir des entreprises dans d'autres marchés ou sur d'autres géographies. Ça peut être un problème. On le voit bien d'ailleurs sur Berkshire Hathaway qui a trop de cash au vu de sa taille, qui a des difficultés à trouver des opportunités d'investissement. Complètement. C'est pour ça qu'ils préfèrent ne pas utiliser leur cash que de mal l'utiliser. Ça, c'est un exemple parfait. On vient de voir les avantages et les inconvénients, mais finalement, quels sont les principaux points que font le succès d'un bon serial acquéreur? Le premier point qui est, selon moi, le plus important et dont on a parlé juste auparavant, c'est la focalisation sur l'allocation du capital et le management et une efficacité sur comment ils déploient leur capital. Le second point, ce serait donc une décentralisation des décisions, laisser l'autonomie aux entreprises acquises pour se développer, car c'est vraiment elles qui connaissent leur niche et leur marché. Ensuite, je mettrai en avant le fait de ne pas faire de prédictions à court terme et vraiment d'avoir une vision long terme du management et avoir une transparence aussi, sur que ce soit dans les conf calls ou dans les rapports. Le quatrième point, ce serait l'utilisation du levier. Utiliser le levier bancaire, comme on l'a vu, mais aussi être capable de vendre en fait certaines entreprises qui sont non rentables ou qui ne sont pas au niveau du rendement sur capital investi. Et également de mettre en place des partenariats stratégiques sur le long terme. C'est discuter avec des managers ou des CEO sur le long terme et pas les acquérir tout de suite, mais sur le long terme créer une relation de confiance entre le management et ses CEO. Et enfin, donc, les principaux facteurs de réussite, ce serait l'aspect skin in the game, et donc il y a un investissement personnel des dirigeants, que ce soit de racheter leurs propres actions ou avoir des parts de l'entreprise, avoir une expérience forte et un historique de succès qui a été démontré, que ce soit sur les acquisitions ou sur l'aspect opérationnel. Et enfin aussi la rapidité, être capable de prendre des décisions rapidement et d'exécuter aussi rapidement, que ce soit pour les acquisitions et aussi l'aspect opérationnel. Comme tu l'as très bien dit, c'est un business model relativement spécifique. Et est-ce qu'il y a une méthode particulière pour analyser ce type d'entreprise? Est-ce qu'il y a des métriques à analyser tout particulièrement pour les serial acquéreurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, il y a certains points qu'il faut garder en tête quand on s'intéresse à des serial acquéreurs. Le premier point, ce serait le free cash flow. Est-ce qu'ils sont capables de générer un free cash flow de leur activité opérationnelle? Ensuite, est-ce qu'ils sont capables de déployer un retour sur investissement qui est satisfaisant? Et donc ça, c'est une métrique très importante car c'est la métrique qui va permettre de voir si l'entreprise se développe ou non. On a également, est-ce que l'entreprise et le management a montré un track record? Est-ce qu'elle a fait de l'acquisition d'entreprise à un prix intéressant? Est-ce qu'elle a fait des acquisitions parce qu'elle a été forcée de le faire ou parce qu'elle a fait des bonnes acquisitions? Est-ce qu'elle fait également de l'acquisition d'entreprises familiales avec des CEO qui sont là depuis plusieurs années? Est-ce qu'elle est capable aussi d'avoir une équipe qui fait de la fusion-acquisition qui soit efficace? Donc ça, c'est plein de paramètres différents qu'il faut analyser quand on s'intéresse à ce type d'entreprise. À l'opposé, les red flags auxquels il faut faire attention quand on s'intéresse à un serial acquéreur, c'est un faible retour sur investissement des entreprises acquises. Ensuite, il faut pas trop attendre des synergies. Vraiment que l'entreprise s'intéresse à acquérir des entreprises de qualité et pas essayer de compter sur les synergies. Éviter de trop donner de guidance sur le court terme. Ne pas compter aussi sur des turnarounds, des entreprises qui sont en difficulté, sur lesquelles on attend en fait un retournement de situation. Éviter également d'acheter des entreprises qui sont listées. Les entreprises, on va avoir tendance à les surpayer. Également, éviter le peu d'acquisitions et des grosses acquisitions, car ça va augmenter le risque. Éviter les équipes de fusion-acquisition qui vont avoir tendance à avoir une vision court terme, ne pas comprendre les entreprises acquises et qui vont avoir de gros frais liés à ces équipes. Concernant les critères plus quantitatifs, il y a 3 types de critères auxquels il faut s'intéresser, donc l'avantage concurrentiel, la valorisation et la gestion financière. Si on commence avec l'avantage concurrentiel, une métrique à regarder qu'on a beaucoup utilisée et qu'on a beaucoup parlé, c'est le retour sur investissement, le ROIC. Est-ce qu'il est assez élevé, donc comparativement au WACC, qui est le coût moyen pondéré du capital. Donc il faut déjà forcément que le ROIC soit supérieur au WACC pour qu'on ait une création de valeur pour les actionnaires. Une autre métrique à regarder, c'est la marge opérationnelle et l'évolution de la marge opérationnelle. Est-ce qu'elle est restée stable malgré l'acquisition d'entreprise? Et est-ce que aussi cette marge s'est améliorée, ce qui est signe de synergie et d'amélioration opérationnelle? Pour ce qui est de la valorisation, les métriques à regarder et auxquelles on peut s'intéresser, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Et on peut regarder la proportion de la croissance du chiffre d'affaires par rapport aux acquisitions, également la part de la croissance organique dans la croissance du chiffre d'affaires. D'autres indicateurs clés pour ce qui est de la valorisation, on va pouvoir s'intéresser à l'entreprise value sur le NOPAT, qui est le bénéfice net d'exploitation après impôt. Une autre métrique, c'est l'entreprise value sur EBITDA, qui est une simplification de l'entreprise value sur NOPAT. Si on s'intéresse au price earning ratio, price to free cash flow, avec ce type d'entreprise qui se base sur l'acquisition d'autres entreprises, ça va avoir tendance en fait à biaiser notre analyse du fait qu'ils vont réinvestir le free cash flow et le résultat net issu de leur opération. Enfin, sur la gestion financière,
On va pouvoir regarder le taux de réinvestissement. Est-ce qu'on a un taux de réinvestissement qui est stable? C'est signe que le business model donc d'acquisition est perpétuel et continu. Un autre ratio sur lequel faire attention, c'est les ratios d'endettement. On a le ratio debt to equity ou le ratio debt to EBITDA qui permet de s'intéresser à la solidité financière. Généralement, on fait attention que le debt to EBITDA avec des serial acquéreurs ne soit pas supérieur à 2. Généralement, c'est ce type de métrique que donnent les serial acquéreurs. Et on peut également faire attention à la dilution des actionnaires. J'utilise beaucoup le ROIC comme métrique intéressante et primordiale à étudier quand on s'intéresse au serial acquéreur. C'est lié à Marc Léonard, qui le met beaucoup en avant dans ses lettres aux actionnaires et dans ses critères d'acquisition d'autres entreprises. Marc Léonard, je le rappelle, c'est le maître des acquisitions et le CEO de Constellation Software. Lui, ce qu'il regarde, c'est le ROIC, mais également la croissance organique des revenus nets. Et ces deux ratios, le ROIC et la croissance organique des revenus nets, ça permet de démontrer de la qualité des entreprises acquises sur le long terme. Et ça, c'est visible donc à travers l'évolution du cours de Constellation Software et ses performances. L'entreprise est rentrée en bourse en 2006 et elle est passée de 275 millions de dollars à l'époque à aujourd'hui près de 70 milliards. Ça fait une croissance annuelle moyenne de 35% par an. Ça montre la qualité d'acquisition de Marc Léonard et de Constellation Software sur le long terme. Et on a beaucoup parlé de Marc Léonard et on va s'intéresser à un autre serial hacker qui est Kelly Partners, dont le CEO est Brett Kelly. Cette entreprise s'inspire des stratégies de Marc Léonard, mais également la stratégie d'allocation du capital de Bernard Arnault avec LVMH, la stratégie long terme de Warren Buffett avec Berkshire, et également l'art de communication de Ogilvy. Je laisse la parole, Paul, pour présenter cette action. En effet, dans cette vidéo avec Tristan, on voulait vous parler de Kelly Partners. C'est une entreprise australienne de services comptables. À première vue, ce business, il semble un peu moins sexy que le développement de logiciels comme Constellation Software, mais en réalité, il y a beaucoup de similitudes dans le business. Tout comme les logiciels basés sur un modèle d'abonnement, les services comptables fonctionnent également avec une certaine récurrence, comme les frais des entreprises sont payés chaque année pour la clôture de leur compte. Kelly Partners, c'est plus de 91% de revenus récurrents, car chaque année, ces entreprises doivent recourir à des services comptables pour gérer leurs finances. Et c'est pourquoi le business model de Kelly Partners est relativement similaire au business model d'un système d'abonnement d'un logiciel, puisque c'est une source de revenus régulière et prévisible. Au niveau de l'allocation de capital, Kelly Partners adopte similairement le même modèle d'acquisition via son système d'acquisition Partner Owners Driver en rachetant d'autres cabinets comptables dans la région. Avec cette stratégie d'acquisition, ça a permis à l'entreprise d'enregistrer une croissance annuelle de 30% sur les 15 dernières années. Pourtant, Kelly Partners ne représente actuellement qu'encore moins de 1% de l'ensemble de son marché adressable et potentiel. Avec la législation qui devient de plus en plus complexe et stricte, les PME doivent impérativement être accompagnées par des experts car elles n'ont en effet pas les ressources internes pour gérer les exigences fiscales ou autres associées à leur fiscalité. Concernant le modèle Partner Owner Drivers de Kelly Partners qui fait la clé de son succès, il repose sur une structure claire. Kelly Partners détient 100% des entreprises qu'ils acquièrent en leur apportant le capital, le back-office, donc la gestion des données et les propriétés intellectuelles associées au logiciel comptable. Ensuite, ils prennent une participation de 51% dans l'entreprise opérationnelle, tandis que les 49% autres restants sont détenus par les partenaires locaux, soit les drivers. Ces copropriétaires de ces entreprises sont responsables de la gestion quotidienne et bénéficient aussi de la distribution des profits associés à leurs activités. Le business model de Kelly Partners est plutôt simple. Ils fournissent le cadre et les ressources, et les partenaires gèrent et tirent parti du succès de l'entreprise. Ce modèle aligne parfaitement les incitations, puisqu'elles assurent un engagement total de ses copropriétaires à long terme. Côté de la stratégie d'acquisition, elles suivent un process plutôt sous forme d'entonnoir, puisqu'elles passent une sorte de scanner où elles scannent plus de 50 000 entreprises, dont seulement 6% deviennent de réels prospects sur lesquels ils vont se positionner pour éventuellement faire une partie de l'acquisition complète de l'entreprise et en faire un partenaire à long terme. Au final, c'est un petit pourcentage qui passe par ce processus et qui donc passe ce stade de conversion pour devenir de véritables partenaires. Globalement, pour la sélection de ces partenaires, il y a 5 filtres. Il y a d'abord l'alignement sur la mission, la valeur et la vision à long terme concernant l'entreprise et les activités. 2. La volonté de jouer collectif au sein du modèle Kelly Partners, donc de profiter des intégrations, de la mise en place des logiciels et du back-office donnés par Kelly Partners pour améliorer le business existant de l'entreprise. Ensuite, il y a la détention de propres bureaux, il n'y a pas d'affiliation. Puis nous avons en 4e point la spécialisation dans les services comptables et fiscaux spécifiques aux PME. Puis le dernier point associé à ce modèle d'acquisition, c'est que Kelly Partners vise des entreprises qui génèrent 2 millions à 50 millions de revenus. On rejoint le business model de Constellation Software avec une intégration et une acquisition de sociétés de logiciels qui font uniquement de petits revenus pour venir les intégrer au portefeuille global de l'entreprise.
C'est ce processus bien défini qui permet à Kelly Partners d'identifier les meilleures entreprises et de garantir des partenariats à forte valeur ajoutée tout en assurant une croissance continue des acquisitions et relativement bien ciblée. Et pour démontrer et comprendre ce qui a fait le succès de Kelly Partners, il suffit de regarder les critères de Marc Léonard, dont Tristan nous a fait la présentation, qui sont parfaitement respectés ici. Depuis 2017, Kelly Partners affiche une croissance continue de son net profit after tax and amortization, atteignant 16 millions en 2023, avec une projection à 25 millions en 2024. Le ROIC moyen sur cette période est de 25%, ce qui démontre la rentabilité solide du capital investi. Et en combinant la croissance organique des revenus et le ROIC, Kelly Partners atteint une performance moyenne de 29,7%. Ce qui est vraiment intéressant ici et ce qui démontre à la force de Kelly Partners, c'est qu'elle n'a pas besoin de réinvestir massivement pour croître. Il génère de la croissance de manière organique tout en conservant un retour sur capitaux élevé, ce qui maximise la création de valeur pour nous, actionnaires, et aussi pour l'entreprise. Pour conclure cette vidéo, je vais vous laisser Tristan vous présenter les points clés du livre The Outsiders, puisqu'il a fait une excellente vidéo à ce sujet et on va voir ensemble si Kelly Partners suit ses principes pour devenir le prochain grand succès comme les 8 CEO d'exception de ce livre. Comme tu le dis, Paul, dans son livre, donc The Outsiders, William Thorndike, qui dirige d'ailleurs un fonds d'investissement, nous révèle les stratégies de 8 CEO hors du commun. On a par exemple Warren Buffett, Henry Singleton, qui est le fondateur de Teledyne, qui a généré un rendement annuel de plus de 20% sur près de 30 ans. On a également John Malone, fondateur de TCI, qui a atteint une impressionnante performance de 30% à la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Et Thorndike, dans son livre, nous raconte l'histoire, les métriques et les caractéristiques communes qui ont permis à ces CEO d'avoir une telle performance. Les caractéristiques communes de ces 8 CEO qui ont été mises en avant par l'auteur, c'est un management qui est obsédé par le long terme et qui refuse de se laisser distraire par des objectifs à court terme. Ensuite, on retrouve la structure décentralisée qui encourage la prise de décision rapide et également des programmes de rachat d'actions qui ont été faits lorsque la valorisation de l'entreprise était faible. Et enfin, des CEO qui choisissent une métrique de rentabilité précise et qui s'engagent à l'améliorer année après année. Et ce livre, vraiment, je vous l'encourage à le lire. C'est vraiment une masterclass sur l'allocation du capital. Si on applique ces métriques de The Outsiders à Kelly Partners, on voit que l'entreprise répond à quasiment l'ensemble des critères énumérés par l'auteur. Le premier point, c'est que le management se concentre sur l'allocation du capital et non pas sur l'aspect opérationnel. Le deuxième point, c'est sa volonté d'acquérir des entreprises avec un avantage compétitif. Donc ça, c'est symbolisé par un ROIC minimum de 20%, qui permet de rentabiliser l'investissement et l'acquisition en 4 à 5 ans. Le troisième point, c'est une maîtrise de la dette, avec un ratio qui est clairement identifié à ne pas dépasser. Et donc, dans le cas de Kelly Partners, c'est un gearing ratio qui est le net debt divisé par l'equity inférieur à 2 fois l'EBITDA. Le quatrième point, c'est la décentralisation. Et sur les 300 salariés de Kelly Partners, on a seulement 15 salariés qui sont rattachés à l'équipe de management, soit seulement 5%. Donc, on n'a pas de poste inutile et le reste des personnes restent concentrées sur l'aspect opérationnel de l'entreprise. Le dernier point, c'est savoir s'adapter aussi à la situation et la réalité opérationnelle. C'est d'être par exemple capable de vendre les entreprises qui ne s'intègrent pas dans la culture de Kelly Partners ou qui ne génèrent pas assez de bénéfices. Récemment, Kelly Partners a vendu ses cabinets comptables en Californie car il n'y avait pas un rendement sur les capitaux investis suffisant selon l'entreprise. Eh bien écoute Tristan, merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je tenais vraiment à parler des serial acquéreurs sur ma chaîne, puisque je sais que c'est une entreprise qui nous intéresse tous deux, dans un secteur relativement particulier, le secteur financier, qui est compliqué à analyser, mais avec une entreprise comme Kelly Partners, avec une réelle vision à long terme et orientée sur la création de valeur pour ses actionnaires, je pense qu'on peut dire que c'est un très bon business dans ce type de secteur. J'espère également que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que Tristan, éventuellement, tu as un dernier mot de la fin pour compléter l'ensemble des explications que nous avons abordées ici ? Déjà, merci Paul de ton invitation et de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Je te donnerai juste quelques sources si tu veux les transmettre sur quelques articles ou quelques podcasts ou interviews à écouter sur les acquéreurs en série qui pourraient intéresser les auditeurs. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez pris du plaisir à visionner cette vidéo autant qu'on en a pris pour préparer cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous avez des serial acquéreurs en portefeuille ou si vous avez des serial acquéreurs en watchlist. On répondra à vos différents commentaires et puis on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.